Bienvenue sur cette rediffusion. Si tu n'as pas peur, tu peux nous rejoindre en live. Je stream généralement le lundi, le mercredi et le vendredi vers 17h. Et parfois le dimanche pour les rétrospectives cinéma. Bon visionnage. C'est les recommandations. Donc j'ai beaucoup lu pendant ce mois d'août. Des choses trouvées dans une médiathèque. Des choses recommandées. Des trucs que j'avais trouvés au hasard, on va dire. Je ne sais pas pourquoi, j'avais très envie de lire des trucs horrifiques, ça tombe bien, j'en ai plusieurs à proposer. Et celui-ci, c'est marrant, c'est une BD, donc ça s'appelle Plantasia, sortie en 2025 de Vincent Doc. Et c'est une BD illustrée et écrite par un ami de mon beau-frère. Et donc voilà, ma sœur m'a demandé de le lire pour avoir mon avis. Voilà, donc l'histoire, c'est Aurore et Lily qui sont deux orphelines qui tiennent une boutique de plantes. Comme vous pouvez le constater, les plantes, voilà, c'est du fantastique. Comme elles vivent dans un monde imaginaire, leurs plantes sont un peu spéciales, notamment ce bonsaï qui ne paye pas de mine, mais qui est en réalité une plante dont la santé régit celle des autres. Ils appellent ça la plante alpha. Et ces plantes alpha sont donc convoitées pour leur pouvoir. Les bébés qui sont vraiment en train de défoncer le cadavre derrière. Pour leur pouvoir. Et donc, il y a deux escrocs qui vont essayer de convoiter ce bonsaï qui se trouve dans cette boutique pour utiliser cet arbre afin de faire des joyaux. Voilà, c'est une fable écologiste, écologiste, je sais pas. Voilà, donc c'est pas très très gentil d'être méchant. Donc ma sœur a commencé à le lire. Et coucou Lifeless Nuggets, comment ça va? Ma sœur a commencé à le lire et en fait comme nous on est on est biberonnés à l'écologie. Et coucou Noma. Vive les fables écologistes. Comme on est biberonnés à l'écologie depuis l'enfance, on est un peu tatillonne sur ce genre de détails plus que d'autres. Donc voilà, disons que pour les enfants, c'est assez ok. Enfin, moi j'ai trouvé ça ok. Mais si on pousse la réflexion, ça peut être un peu plus léger, notamment sur le fait que ce sont des humains qui sauvent les plantes. Et il y a cette notion de hiérarchie. Donc il y a une plante qui protégerait toutes les autres. Ça n'existe pas dans la nature. La nature, c'est vraiment horizontal et tout le monde sert à quelque chose, même ceux que vous pensez qui ne servent à rien. Voilà, donc c'est encore la croyance que nous sommes les sauveurs, alors que les plantes et les animaux vivent très très bien sans nous. Donc voilà, c'est ma seule critique, on va dire, sur ce livre, c'est que on sent que ça veut bien faire, mais c'est pas assez poussé à mon sens. Et en tout cas sur le fond, parce que la forme, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Et voilà, et donc mais si vous portez pas trop d'attention à ce genre de détails, c'est très cool, hein, le dessin est très beau. C'est tout fait à l'aquarelle, je suppose, je pense. Les inspirations Ghibli, je pense que vous les voyez un petit peu sur la couverture. Ah, c'est pas le plus flagrant sur la couve. Mais par contre, à l'intérieur, c'est extrêmement flagrant. Hein. Voilà, il y a des petits trucs marrants, comme un Furby. Qui a été dessiné. Donc il y a des petits trucs du monde occidental qui apparaissent. L'histoire en vrai ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste plaisant à lire. La relation entre les deux sœurs est assez alambiquée en vrai. Car une seconde elle s'adore et la seconde d'après c'est la guerre. Bon, alors j'avoue que je n'ai pas à ce point-là de différence d'appréciation, ça va être chaud. Mais donc j'ai pas vécu ça, mais peut-être que ça existe. Et évidemment, le fait qu'elle se cherche des noix, ça va évidemment servir le propos que la grande sœur doit lâcher prise et faire confiance à la petite, qui, elle, est la vraie héroïne du livre, puisque c'est elle qui prend son envol et qui travaille ses talents, on va dire que c'est comme ça. Voilà, c'est une BD extrêmement belle graphiquement, mais peut-être un peu légère sur le fond, mais sûrement qu'on n'en demandait pas tant à cet ouvrage. Et recoco. Donc voilà. Donc Plantasia. Que j'aurais jamais découvert si ma sœur ne l'avait pas sorti de sa bibliothèque. Voilà. Donc je pense que je vais enchaîner. En vrai, il y a 16 et quelques recos.
mais la plupart, vous ne les avez pas vus ni lus, donc je pense qu'on va enchaîner, hein. Allez, Numa-Bas durement félicite la sûre de suite. La sûre de suite. Allez, la sûre de suite. Donc, tout de suite, 2 salles, 2 ambiances, bien sûr. Ah oui, on va faire des petites rotations comme ça, on va faire des loopings arrière. Parce que vous allez voir, on va passer d'un genre à l'autre sans faire de pause. Tout de suite, la suite. Oh merde, j'avais oublié que j'avais vu... Ah non, il est là, je suis con. Tout de suite, la suite. Un manga. Our Summer Holidays. Sorti en 2013. De Kaori Ozaki. Pardon. Là, c'est marrant. Je l'ai trouvé parce que je cherchais des mangas one-shot à lire pendant l'été. Donc un truc plutôt soft. J'ai eu le nez creux. C'est faux. Natsuru est un jeune homme plutôt populaire jusqu'au jour où il s'est mis à l'écart, pour avoir refusé les avances de la fille populaire de sa classe. Il fait alors la rencontre de Ryo, une jeune ostracisée de la classe, donc c'est les 2 personnages sur la couverture. Ils vont se lier d'amitié et Natsuru va alors découvrir la vérité sur son amie. Elle vit sans parents avec son jeune frère. Shot sur 1000. Non, je n'ai pas pleuré, mais oui, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors j'espère que vous entendez bébé en train de trifouiller sa caisse depuis au moins 10 minutes. Voilà, elle est en train de refaire les meubles, visiblement. Alors, j'ai découvert que c'est basé sur une histoire vraie, mais c'est plus doux que la vraie histoire. J'entends Rin. Oui, non, c'était une vanne parce que je pense pas que vous l'entendez. Mais en même temps, elle tabasse des trucs, donc c'est assez rigolo. Il y a une personne qui est venue chez moi ce matin. Elle a été dans la caisse et vraiment, j'étais en mode... Pourvu que ça ne pue pas, pourvu que ça ne pue pas. Ton micro est coupé. Alors, donc le fait divers dont c'est inspiré, ça s'appelle l'affaire des enfants abandonnés de Sugamo, qui raconte en substance la même histoire que dans ce manga, mais donc le manga adoucit un peu certains trucs. En gros, c'est qu'un parent abandonne ses enfants et ceux-ci doivent se débrouiller tout seuls. Donc vraiment tout seuls. Heureusement, dans ce manga, ce n'est pas aussi sordide que la vraie histoire, même si un événement va quand même rendre la chose un peu triste et traumatisante en bonus pour les 2 enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Il y a une page wiki dédiée aux enfants abandonnés de Sugamo. Voilà, c'est bien sympathique. Donc je connaissais pas l'histoire. D'ailleurs, je connaissais même pas l'histoire du manga avant de commencer. J'ai juste vu la pochette. Je me suis dit, ah bah ça va être sympa, ça va être mignon. Bien sûr. Voilà, donc je connaissais pas l'histoire. Et pourtant, quand j'étais en train de lire, je savais pas du tout où ça allait. Et ça m'a pas choqué plus que ça. Et je saurais pas vous dire pourquoi. Ah oui, ça pue. Ça y est, ça pue. En tout cas, c'est un manga donc one shot qui se lit assez bien et assez vite. On s'attache pas vraiment aux personnages principaux parce qu'ils sont assez froids. Bon alors le garçon, c'est parce que c'est vraiment... J'allais dire c'est un Dark Sasuke, mais pas vraiment. C'est vraiment le mec japonais, l'adolescent japonais de base, c'est-à-dire qu'il parle pas des masses. On sait pas trop ce qu'il pense. Est-ce qu'il est heureux dans la vie? On ne sait pas. Et la meuf, elle est très brutale parce que il faut qu'elle survive. Et surtout, il faut pas que les gens sachent qu'elle et son frère vivent tout seuls. Voilà, donc elle est assez énervée. Il n'y a que le petit frère en vrai qui est assez jovial et donne une petite touche de joie dans cette histoire tristoun. Voilà, il est assez mignon. On le voit assez peu, mais il est choupi. Et la fin est assez chouette, même si elle reste triste malgré tout. Voilà. Bref, c'est un manga extrêmement rigolo, absolument à lire en été bien sûr, mais quand même sympathique. Et on trouve toujours, en gros, la moralité, c'est qu'on trouve toujours un peu de joie, même dans les moments les plus tragiques de notre vie. Car eux deux, en fait, c'est le fait qu'ils se soient rencontrés et qu'ils vivent quand même des moments assez sympas qui rend le truc un peu moins triste.
Et voilà. Smell like a cat spirit. Elle a fait sa crotte, elle est partie se coucher. Un bébé. Voilà. Donc je suppose que personne n'a lu ce manga. On peut enchaîner. Allez, tout de suite la suite. La suite, finalement, on va pas faire un si grand looping, même si, quoique. La suite, là, c'est un manga que, pareil, j'ai découvert en mode, tiens, ça a l'air sympa, je lirai bien ça cet été. Bonne idée, tiens. The Summer Hikaru Died, qui est sorti depuis 2021, donc il n'est pas terminé. Contrairement à ce que j'ai cru qu'il était en 4 tomes, et pas du tout. Enfin, j'ai lu jusqu'au 5 actuellement, mais je crois qu'il est au Japon. Ils en sont au 7e au Japon. Voilà, et c'est de Moku Mukuren. Voilà. Alors, l'histoire, c'est Yoshiki qui demande brusquement à Hikaru. Donc, Yoshiki est un jeune adolescent, Hikaru est son pote et ami d'enfance. Et d'un seul coup, il se retourne et lui demande qui il est réellement. En gros, Yoshiki a deviné que son meilleur ami n'est plus son meilleur ami et qu'une entité a pris sa place, a littéralement pris son corps et s'en sert pour agir à sa place. Mais bien loin de le faire fuir, les deux vont devenir encore plus fusionnels qu'avant et tenter de comprendre qui est réellement l'entité qui incarne Hikaru. Donc comme vous l'avez deviné, c'est un manga à ambiance angoissante. Certains diront horrifique, bien sûr. Moi, je considère qu'il est juste angoissant. Voilà, parce qu'il n'y a rien de très horrifique, entre guillemets. Enfin, si, le concept même d'être possédé par une entité chelou, c'est un peu c'est un peu horrifique, mais je sais pas, il y a quelque chose qui est plutôt doux, étrangement. Voilà. Donc c'est vraiment réussi. Moi, j'aime beaucoup. J'ai très très hâte de voir la suite. Pour le moment, donc j'ai lu que les 5 premiers. J'ai beaucoup aimé car on sait tout de suite, genre c'est limite la page 1, qu'Hikaru est donc une créature étrange et pourtant il joue à merveille l'adolescent de base. Sa relation avec Yoshiki qui est lui bien plus réservée, donc c'est toujours il y a toujours l'archétype de celui qui parle peu, donc qui est plus réservé et intéressante parce que si Hikaru voue un amour quasi sans borne à Yoshiki, l'autre n'arrive pas à savoir s'il doit continuer de rester avec cette créature ou pas. Donc il est vraiment en ambivalence, en mode c'est pas normal, je sais que c'est pas normal, que je devrais pas l'apprécier, que je devrais pas rester avec cette chose, et pourtant il va rester avec cette chose et même tenter de l'aider à découvrir son identité et peut-être lui rendre une sorte de liberté, même si en vrai Hikaru ne cherche pas cette liberté. Parce qu'en plus, la créature montre parfois des accès de colère et a déjà tué des gens. Donc en vrai, la créature essaye de rester humaine et friendly, on va dire, mais des fois elle pète des câbles et donc ça reste dangereux, quoi. Donc c'est vraiment un manga sur l'amitié, le souvenir et sur la confiance. C'est assez bien fait, c'est pas mal en vrai. J'aime beaucoup les interactions entre les personnages. Je trouve ça assez fouillé et assez peu vu. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait y voir aussi quelques sous-entendus sur la sexualité dite déviante. Parce que plusieurs fois, Hikaru va proposer à Yoshiki de toucher son trou. Voilà, parce qu'il a en fait littéralement un trou au milieu du torse qu'il peut ouvrir ou fermer. Et ça permet en fait de toucher la créature directement. Et en touchant ce trou, ils font une espèce de fusion chelou qui s'apparente quand même à de la baise. Voilà. Et en plus, ça laisse des marques sur Yoshiki. Donc voilà, il y a une petite ambiguïté homosexuelle qui n'était pas pour me déplaire. En tout cas, c'est assez bien fait et on peut très très vite voir ça, en fait, la découverte de l'homosexualité par deux adolescents. Plutôt sympa. Donc voilà, c'est très cool. J'ai hâte de voir. Ah oui, il y a un animé aussi. J'attends que la première saison se termine pour regarder ce que ça donne.
Voilà, donc en vrai, je suis pas sûre que ça soit aussi bien en animé, mais je vous dirai. Donc voilà, à lire, c'est très très bien si vous cherchez une bonne série horrifique, mais pas trop horrifique, bien sûr. Parce que je trouve pas qu'elle soit très horrifique. Voilà, donc je suppose que là aussi, personne n'a vu, lu, senti. Sentiment. Oh là là, bébé. On dirait un petit chien des fois, c'est terrible. Voilà, donc là on va faire vraiment un retour arrière d'un autre slip, car tout de suite, une autre ambiance. Le vieil homme et son chat n'ont plus peur des chiens. Ça c'est le tome 1, sorti en 2018 de Nekomaki. Donc Daikichi est un instituteur à la retraite qui vit avec son vieux chat Tama, un recueil de plein de petites histoires de vie dans ce petit village japonais où vivent que des vieux et que des chats. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit ma critique, j'ai lu le tome 2. Donc il m'en reste 4 ou 5, un truc comme ça. Et il y en a encore plus. Vraiment, il y a toute une série qui s'appelle Le vieil homme et son chat. Donc voilà, j'aimerais bien les trouver tous parce que c'est vraiment trop trop bien. Donc c'est très calme, évidemment, vous allez vous en douter, on n'est pas sur la même ambiance que tout à l'heure. C'est très calme, c'est très doux, c'est drôle. Si vous avez connu ou eu un chat, vous allez reconnaître certaines situations. Parfois, le chat d'ailleurs commente et parle avec des bulles en plus de son maître. Donc on entend dans la tête, enfin, on entend les pensées du chat. Évidemment, ce qui est très drôle, c'est qu'ils n'ont pas toujours la même vision des choses. Alors, il y a ce petit cliché du chat qui considère son maître comme son esclave. Bon, ça, c'est un peu cliché, voilà. Mais ça reste OK. On a aussi donc la vie et les souvenirs de Daikichi, donc, qui est un vieux, donc c'est bien, ça permet de montrer comment ressemble une vie japonaise jusqu'au bout. Notamment les souvenirs de sa femme qui est morte il y a quelques années, ou la visite par exemple de son fils ou de son voisin, qui est aussi son meilleur ami, qui déteste lui les chats, mais qui leur donne quand même à manger, parce que bon, c'est pas un salaud. Et tout ça va ponctuer la routine et la vie de Daikichi et Tama. Donc il n'y a rien de plus à dire, c'est vraiment des tranches de vie tout à fait mignonnes. Il y a un certain nombre de tomes, donc je sais même pas combien il y a de tomes, il y en a plus de 10. Et je pense pas d'ailleurs que des lire dans l'ordre soit nécessaire, donc on peut les choper comme ça vient, pour kiffer, parce que c'est vraiment très 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 sympa. J'aime beaucoup. Et les dessins sont très très drôles, ah oui, j'ai pas précisé, mais il y a des dessins de chats avec des culs et tout, c'est incroyable. C'est assez rigolo. Voilà. Et là, on va à nouveau refaire un tour sur notre slip, car on va repartir dans l'horreur. Cette fois-ci, un peu plus. Ah, ça charge, c'est bon. Nijigahara Holograph, sorti en 2021 de Inyo Asano. Donc dans la vie... Ah oui, alors par contre, le nom de la ville, c'est toujours... J'arrive jamais à la dire. Il y a trop de trucs pas dans le bon sens. Dans la ville de Nijigahara, une étrange rumeur court chez les enfants. Un monstre se tapierait dans un tunnel et demanderait un sacrifice sous peine de détruire le monde. Dans un mouvement de va-et-vient dans le passé et dans le présent, on va tenter de comprendre les événements qui entourent cette rumeur et surtout un incident survenu il y a des années. Alors, si vous connaissez Junji Ito, donc c'est le grand maître incontesté du manga d'horreur. Il y a des séries Netflix, et il a fait beaucoup de mangas. Il a un style extrêmement reconnaissable. Il y a même un jeu inspiré de Junji Ito. Donc il a un style très reconnaissable, c'est en noir et blanc. Ça se voit que c'est dessiné à la plume. Il adore les spirales, il adore le body horror, etc. Donc voilà, Junji Ito, c'est vraiment celui qu'on cite dès qu'on veut citer du manga d'horreur. Et je trouve que là, on retrouve pas mal cette notion. Et coucou Loïc. En tout cas, on retrouve beaucoup de Junji Ito quand on le lit. Mais, donc c'est dans la même veine chelou, mais avec quand même moins de bizarrerie et plus de réalisme, entre guillemets. Mais plus de mise en scène, notamment par l'écriture en flashback.
et aussi qu'on suit différents personnages. Junji Ito, c'est souvent on suit un personnage et on voit comment sa vie va partir en couille, ou on suit un village. Enfin voilà, c'est plus classique, on va dire, dans le récit. Alors que là, faut vraiment s'accrocher. C'est un manga assez difficile à lire en vrai, parce que c'est un bazar à lire et surtout à comprendre. Parce qu'on suit entre 4 et 5 personnages différents à plusieurs temporalités. Donc il faut les reconnaître quand ils sont enfants, quand ils sont adultes, comprendre ce qui s'est passé entre-temps, comprendre leur évolution, et surtout comprendre dans quel sens tout ça se met. Parce qu'en plus de revenir dans le passé et dans le présent, tout n'est pas dans l'ordre. Donc c'est bonjour. Bonjour le puzzle. Voilà, donc je sais pas si j'ai tout capté. Mais je trouve que c'est pas l'important de tout capter. L'important, c'est pas la destination, mais quand est-ce qu'on mange, bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt de se laisser porter par cette histoire et son ambiance. C'est vraiment l'ambiance qui est terrible. Les graphismes sont assez classiques par contre, mais assez détaillés. Donc c'est un bon manga d'angoisse et horrifique. Parce que pour une fois, ça fait pas dans la dentelle. Il y a des scènes de baise non consenties. Il y a du sexe d'ailleurs dans ce manga. C'est pas montré incroyablement. Hein. C'est pas non plus. Il y a pas des pages entières de baise, mais ça en fait partie. Et voilà. Et c'est pas Jojo quoi. Elle est dans mon kokoro depuis le début. Donc voilà, manga horrifique. Un seul tome aussi. Je l'ai pris à la médiathèque parce que la couverture était assez étonnante. Voilà, ce jaune pétanque qui m'a dans les yeux. Voilà, donc je vous le recommande si vous aimez les mangas d'horreur et si vous n'avez pas trop peur et si vous êtes prêts pour cette aventure. Mais bon manga en vrai. De toute façon, j'ai que des bons trucs. J'ai que de la bonne. J'ai compris jaune pétanque. C'est le jaune pétanque. C'est celui que... Bah oui, on fait de la pétanque avec le petit jaune. Hein. C'est lui. Voilà. Donc, à nouveau, looping. Mais sur le côté, cette fois-ci. Hop. Manga. Ah, toujours un manga. Je vous promets, il y a un comics. Il arrive fort. Donc, Rouge Bambon, sorti en 2008 de Niriko Nananan. Le pastaga de mon tunnel maudit. Alors, pareil, pris à la médiathèque parce que la couverture m'intriguait. Et aussi, en vrai, je feuillette toujours pour vérifier que le graphisme et le style d'illustration ne va pas m'arracher les yeux parce que je suis quand même assez... Il y a des styles que j'aime pas du tout. Donc voilà, l'histoire peut être très bien, mais si le style me débecte, ça va pas être possible. Donc voilà, le style m'avait quand même interpellée. Donc c'est dur à expliquer puisque en fait c'est littéralement 18 scènes pour 18 histoires de femmes qui racontent un moment de leur vie. Alors pas souvent les plus drôles pour parler de leurs amitiés et surtout de leurs amours, la plupart du temps hétérosexuels. Vous la sentez la douille? Voilà, donc je l'ai vraiment pris pour sa mise en forme assez particulière parce qu'il y a des passages entiers qui sont des passages d'écriture. C'est littéralement des textes sur fond noir et basta, il n'y a pas de dessin. C'est juste, hop là, c'est parti. Mais ça donne un cachet et un putain, coucou Giad, tu t'es fait franquifier. Toujours pas vu Franck Leboeuf, hein. Un jour peut-être. Et donc voilà, ça donne un style qu'on n'a pas peu vu dans le manga, c'est vrai. Les dessins sont comme dessinés avec un seul trait. Je pense que c'est pas le cas, mais ça donne cette impression-là. Tout en ligne noire. Voilà, donc je crois qu'il n'y a même pas d'aplat d'ombre, rien. C'est vraiment des traits, ça forme des visages. Et parfois, il y a du texte sur fond noir. Donc c'est quand même très, 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 très spécial pour un manga. À la limite de ces BD qui commencent à être moins belges qu'avant. Des BD plutôt expérimentales, on va dire. Et voilà.
Donc voilà, c'était pour tester un manga avec des formes très différentes. Après, sur le fond, le sujet est intéressant mais déprimant pour la plupart du temps. Souvent, les histoires sont teintées de forts sentiments nostalgiques, voire de tristesse. Bon, on a lu mieux pour passer un bel été. Voilà, donc c'est plus pour l'expérience que je vous le recommande. Sinon, passez votre chemin, ça va pas trop vous plaire, quoi. Alors moi, ça, c'est une couverture alternative, entre guillemets. Moi, celui que j'ai eu, c'était tout en rouge. Il n'y avait même pas la couleur bleue. C'était vraiment... Allez, hop. Donc voilà. Il y a plusieurs couleurs, d'ailleurs. Il y a plusieurs couvertures. Voilà, voilà. Donc là, je suppose que personne non plus ne connaît ce manga. Mais c'est bien, c'est parti. À nouveau, something completely different. Oui, vous ne rêvez pas. Un comic. Regardez, je ne mens pas. Il y a le label d'ici. La meuf lit un comics. Alors ça, c'est beau, hein. Alors, The Nice House on the Lake, sorti en 2023, suivi de sa suite qui s'appelle The Nice House on the Sea, sorti en 2025. Et ben, de James Tynion 5 et Alvaro Martinez Bueno. Voilà, donc, alors, c'est donc 2 séries dont je vais vous parler, mais je ne vais vous parler que de la première, pour pas spoil, parce que littéralement, c'est la suite. Nice House on the Sea, c'est littéralement la suite. Donc c'est comme si c'était vraiment la même, mais ça change de titre pour une raison très spécifique. Voilà. Alors, une immense baraque de richoux. Un week-end, 10 invités qui ne se connaissent plus ou moins tous, sauf une. Tous réunis ici par Walter, un étrange personnage qui se lie d'amitié très fortement avec les gens. Ce qui n'aurait dû être qu'un week-end de luxe, de calme et de volupté se retrouve être le début d'un cauchemar. Tous les autres êtres humains du monde sont exterminés et eux restent prisonniers de cet espace pour l'éternité. Alors, le tome 1, je l'ai lu chez ma sœur qui se l'est acheté et a kiffé et a adoré. Et j'ai adoré aussi. C'est enfin, vraiment, c'est trop bien. Normalement, je suis, comme vous le savez, pas trop comics, pas trop BD classique. Mais là, c'était tout juste le style qu'il me fallait. C'est-à-dire que c'est pas trop de la BD belge comme j'aime pas. C'est vraiment plus de l'illustration parce que toutes les cases sont peintes. Et ça donne un style vraiment très intéressant. Et il y a certaines planches qui sont impressionnantes parce que le fait que ça soit peint... Alors, c'est peint digitalement, hein, mais le rendu est tellement beau. En fait, je vous ai pris cette couverture, donc c'est pas la première couverture. C'est d'ailleurs une des couvertures américaines. Parce qu'en fait, nous, en France, on n'a que 2 tomes pour la première saison et potentiellement que 2 tomes pour la deuxième. Mais chez les Américains, ils ont des petits comics de 30 pages, et donc ils ont plein de couvertures. Donc voilà, je vous en ai pris une au pif, mais c'était pour vous montrer un peu le style. Et encore là, c'est assez détaillé, parce qu'il y a certaines cases qui sont assez peu détaillées, et donc ça donne plus une ambiance d'énergie, enfin de l'énergie dans le dessin, que de comprendre très bien ce qu'on est en train de voir. Mais c'est impressionnant, et donc la personne qui dessine, c'est vraiment très bien dessiné et surtout très bien peindre. Donc c'est impressionnant. Donc déjà, 1, le graphisme est génial. 2, l'histoire est passionnante. Alors le seul hic pour moi, ça a été de me retrouver dans les 11 personnages, parce qu'en plus, ils changent de tête en fonction de la case. Puisque je vous dis, c'est plus peint, donc on voit pas toujours les traits très marqués, donc il faut se repérer à des tout petits détails. Heureusement, certains ont les cheveux bleus, c'est pratique. Voilà, donc il faut les reconnaître. Il y en a qui ont des lunettes, faut vraiment... en fait, faut vous baser sur les tout petits détails pour comprendre qui est qui. Après, ça va, on s'en sort, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où j'étais en mode, c'est qui cette meuf ou ce mec? Je ne sais pas qui sont ces gens. Donc voilà, et en plus, il y a des flashbacks dans le passé. Donc en plus, il faut comprendre qui est en train de nous parler. Et il y a des flashbacks dans le turfu aussi. Ah oui, alors là, oui. C'est vrai, je les ai oubliés, ceux-là. Donc voilà. Donc on va faire beaucoup d'allers-retours entre le passé pour comprendre comment tous ont rencontré Walter et comment ils en sont arrivés là. Et le présent, où ils sont dans cette baraque gigantesque et ils cherchent à comprendre
comment en partir et est-ce qu'ils peuvent sauver l'humanité? Parce qu'en réalité, Walter a laissé planer le doute que l'humanité pourrait être sauvée. Ce qui est bien, c'est qu'on sait jamais où va aller l'histoire. Je me suis fait brinque-baller dans tous les sens pour les 2 premiers tomes. Et d'ailleurs, le dernier tome, pareil. Hein. Enfin, la deuxième série aussi. Hein. J'ai été plusieurs fois déroutée et ça va pas s'arranger du tout avec la deuxième série, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les On the Lake, ça se termine un peu abruptement. Franchement, quand je l'ai terminé, j'étais en mode, non mais il me manque des tomes là, c'est pas possible. Non, c'est terminé. C'est terminé pour cette série-là et j'étais en mode, what? Donc voilà. Donc vraiment, quand j'ai trouvé le deuxième tome de... Parce que les 2 premiers tomes sont sortis donc en France, The Nice House on the Lake, vous pouvez les avoir dès maintenant. Et je pensais qu'on attendait la suite de la version anglaise. Pas du tout. C'est terminado, donc il n'y a que 2 tomes en français. Et ensuite, vous allez devoir embrayer sur On the Lake. On the Sea, pardon. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si jamais vous arrivez à la fin du tome 2, ne soyez pas surpris si vous vous demandez pourquoi, où est la suite. Voilà, donc vraiment chaude recommandation, tant c'est passionnant et bien dessiné, même si c'est déroutant parfois parce que on reconnaît pas les personnages. Et alors, le lobby LGBT et représentativité, il est hal. Il y a 600 personnages gays dans ce livre et je suis en mode, what the fuck, bro? Donc voilà. Ça m'a étonnée, mais voilà. Il y a de la représentation LGBT, il y a de la représentativité aussi de couleur de peau et de corps, d'ailleurs. Donc cool. Cool. Voilà, donc je suppose que personne n'a lu ce comic. On va pouvoir enchaîner avec la suite. Alors là aussi, roulement de tambour. Vous allez voir, ça va être pas du tout la même chose. J'espère que le changement de couleur ne vous a pas brûlé les yeux. Mes ruptures avec Laura Dern, sortie en 2019 de Mariko Tamaki. Freddy tombe amoureuse de Laura Dern, l'une des meufs les plus populaires du bahut. C'est girly en... Elle est aux anges parce que cet amour se trouve réciproque. Sauf que Laura n'est pas la petite copine idéale. Cette relation en dents de scie va bouleverser la vie de Freddy, mais aussi mettre en danger ses amitiés avec ses potes à elle, qui ne voient pas d'un très bon œil cette relation néfaste. Et il a implosé. OMG, un livre avec des ados qui ne soient pas japonais. Mais que m'arrive-t-il? Regardez, j'ai lu une BD normale. Alors, je l'ai lu en 1 heure, à peu près 1h30, dans la médiathèque, parce qu'en gros, on est allé à la médiathèque avec mes 2 nièces, et généralement, ma sœur passe 1 heure et quelques, elle fouille dans les livres, ensuite ma petite nièce va jouer, et la grande lit pendant ce temps-là. Donc nous, moi et ma grande nièce, on est restés lire, et ma petite nièce est allée jouer, voilà, en attendant. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, est-ce que je vais avoir le temps de le lire en un seul coup, parce que je ne pouvais pas l'emporter. Je ne pouvais pas l'emporter. Trop de livres a été déjà emprunté, donc voilà, j'étais condamnée à devoir le terminer. C'est ça, les nerds. Voilà, donc ça se lit bien, hein, ça se lit très très bien. C'est entraînant, même si l'histoire est assez classique, hein, ça va être une histoire de... Enfin, classique, oui et non. C'est classique dans le sujet que ça se traite, mais pas classique parce que c'est rare qu'on voit ce genre de sujet traité en BD, je trouve. Donc c'est une relation à un seul sens, une sorte d'emprise émotionnelle dont il faut se sortir, comme quoi il n'y a pas que les hommes pour être des cons. Voilà, donc ça arrive aussi dans les couples lesbiens, je vous rassure. Voilà, je vais pas trop vous en dire en vrai pour vous laisser découvrir. Donc c'est bien écrit, c'est bien dessiné. C'est des ados qui donnent envie, qui donnent pas envie de les tabasser, parce que souvent, moi, les ados, ça me cringe. Mais là, ils sont vraiment très, très cool, très chouettes. Évidemment, alors là, vous avez vu à la couleur de la couverture. Ah, regarde, il y a une grenouille, j'avais pas vu Coco.
C'est le cast est full LGBT, queer, représentativité. Là, vous en êtes pour tous les goûts, dans tous les sens. Il y a un couple gay avec qui ça se passe bien. Des personnes racisées, des sortes d'ace, des gens qui jouent à Donjons et Dragons, des gens qui ont du bide, incroyable. Donc voilà, des gens humains, j'ai envie de dire. Donc voilà. C'était plutôt chouette. Elles vont faire du toboggan. Attends, quoi? Comment ça, faire du toboggan? Mes nièces faire du toboggan? C'est petit fou. Non, mais si, elles font du toboggan. T'inquiète, mais pas à la médiathèque. Médiathèque, c'est serious business, la médiathèque. Hein. Alors, ah oui, allez, à nouveau un looping, c'est parti. Le goût de la nectarine, sorti en 2021 de Lilai. Sur le fait que toi et ta nièce n'étaient pas allés jouer. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bah ouais, mais attends. On va pas voir le soleil non plus. Alors, Bron et Max. Kimina Kachu demande Dab. Coucou Kimina Kachu, comment ça va? Attends. J'arrive avant que je meure. À plus, Jihad. Merci de passer. Comment ça va, Kimina Kachu? Claqué. Eh bien, allonge-toi sur le sol, ferme les yeux et écoute cette douce voix qui est en train de crever. Si tu veux, je peux mettre un petit peu d'effet pour que ça soit plus agréable pour toi d'écouter. Tu me dis. Alors, donc Bron et Max vivent un amour fort, mais troublé par les démons de chacune. Ce n'est que lorsque Max garde sa nièce Nessie qu'elles se sentent vraiment bien. Mais cet équilibre précaire ne va pas durer. Alors c'est une... pareil, pris au hasard à la médiathèque, parce que la couverture m'avait attirée. Donc c'est une très jolie BD, plutôt mature et triste, pour changer, tiens. Les dessins sont super, car ils laissent planer une sorte de mystère pour certaines cases, avec un petit côté mythologie, créature du folklore. Je ne sais pas, je me suis pas renseignée sur l'autrice, ou l'auteur d'ailleurs, en vrai je ne sais rien. Donc voilà, je ne sais pas quelle origine cette personne est. C'est vrai que ça fait... Il y a quand même un petit côté asiatique, mais je ne saurais pas dire quel pays ni rien du tout. Donc voilà, c'est plutôt l'Asie dans son ensemble. Voilà, c'est une histoire triste de séparation, car les membres de cette relation ne vont pas bien et doivent régler leurs problèmes avant de pouvoir vivre des liens sains. Je vous en dis pas plus. Évidemment, LGBT POA à nouveau. Alors là, par contre, ouais, c'est les trois là. Donc voilà, comme vous avez pu constater déjà, c'est un couple lesbien. Mais ce n'est pas tout. Donc je vous laisserai découvrir ça. Il y a une mairie véreuse qui veut utiliser l'image de l'association dont je fais partie pour être bien vue, vu que c'est bientôt les élections. C'est le drama du jour. Putain. Bah, il suffit de dire non, en fait. C'est... Ah, je sais pas, je sais pas si vous pouvez... Normalement, vous avez le droit, hein, c'est votre image. Techniquement, voilà, quoi. Voilà, j'en ai terminé avec les recos BD manga comics, et on va pouvoir passer à de la vraie littérature. Hein. Ça va bien les images, les livres avec les images là, mais passons aux vraies choses. Méduse, sorti en 2020 de Martine Desjardins, recommandé par Lys. Elle m'a prêté le livre en me disant ah, tiens, ça pourrait peut-être t'intéresser. Effectivement, ça m'a bien intéressé. Méduse nous raconte donc l'histoire d'une enfant qui est affublée d'yeux monstrueux. Elle doit les cacher en permanence et elle-même en a honte. Pourtant, ses yeux possèdent de grands pouvoirs et à cause de ses immondices, elle sera laissée par sa famille qui, elle aussi, en a honte, dans un institut bien étrange où elle apprendra malgré elle sa force. La solution est apolitique. Ah, dis stop. Oui, mais de toute façon, techniquement, vous n'êtes pas apolitique si vous dites non. Je suis désolée de vous l'annoncer. Parce que si vous dites non, vous refusez de vous lier à cette mairie-là qui a une couleur politique. Donc vous êtes contre ça. Donc rien que d'être contre... En fait, tout geste, de toute façon, est politique. Donc c'est impossible d'être apolitique. C'est une sorte de relecture et de réinterprétation du mythe de Méduse.
Donc dans la mythologie grecque, c'est une jeune femme condamnée à pétrifier du regard tout mortel que ses yeux croisent pour avoir été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna. Car oui, bien sûr, dans les mythologies, ce sont les victimes qui sont punies. On applaudit. Donc ici, l'autrice reprendra les principaux symboles de Méduse dans une sorte, met en sort une sorte de symbolique de la force féminine et des attributs féminins. On devine d'ailleurs assez vite que c'est un récit féministe de réappropriation du pouvoir féminin et de vengeance sur les hommes. C'est très 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 bien écrit, voire un petit peu difficile quand même, tant elle utilise du vocabulaire soutenu et peu usité. D'ailleurs, le récit est écrit au jeu car c'est Méduse qui raconte sa vie à quelqu'un. Et au tout début, d'ailleurs, c'est assez drôle, elle s'excuse de ne pas assez bien écrire, parler. Bon, elle se fout de la gueule du monde parce que dans la seconde qui suit, elle utilise un mot que je connaissais pas et elle va en utiliser plein d'autres. Donc voilà, bien sûr, elle sait pas écrire. Donc voilà, c'est un récit très très court. En vrai, le livre fait à peine ça. Très très court, mais très puissant. Je vous le recommande si vous êtes à l'aise avec la lecture et les mots en général, parce qu'en vrai, il y a plein de petits mots à la con. Alors ça vous empêchera pas de comprendre, hein, rassurez-vous. Mais il y a plein de mots difficiles. De manière hyper politique. Ah, c'est les enfants. Putain, j'ai cru que c'était bébé qui pleurait. Allô? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est giga fort maintenant? Attendez. Attends, non, vous êtes trop... Hein? Ah oui, attends, c'est toujours pas le bon. Ah mais, j'avais cliqué en fait, c'est tout. En fait, je sais pas pourquoi mon Steam Deck me montre que le micro est mute là. Alors que pas du tout. En fait, les pictos sont inversés. Donc la touche me montrait que c'était OK et je comprenais pas, effectivement, le micro ne marchait plus. Enfin, marchait plus. Mais en fait, là, c'est bon. Alors que là, le micro est mute, techniquement. Bon, bref. Je suis dans un aquarium. Ouais, j'ai pris le micro de je sais plus quelle cam. Et j'avais pas vu d'ailleurs. Terrible. Terrible. Je me suis fait bolosser par mon... Comment on appelle ça? Par mon Stream Deck. Terrible. Quelle indignité. Oui, donc j'allais dire, c'est dommage parce que j'y ai des parties pile. Enfin, pile. Pile parce qu'en vrai, elle est en train de lire Méduse. Et aussi parce que je vais parler de la série qu'elle a recommandée. Récemment. C'est mardi. Security unit, or SEC unit. I was built to protect and obey humans. And humans are idiots. But now that I've hacked my programming, I can do whatever I want. As long as they don't find out. Now, let's talk security. We need you to select a SEC unit to take on the mission. This is the newest model available. What's the one behind it? That's a refurbished model. Oh, look at that piece of crap. Oh, wait, that's me. Which one's the least expensive? That one, but you get what you pay for. True.
Wouldn't be so creepy if it didn't stand so still. Shh, you can hear us. I can't. I could. I just didn't care. I was watching the entertainment channels on the company's satellites. I watched 7,532 hours of content. Shows like The Rise and Fall of Sanctuary Moon. Did you sleep with that bot? Stars, Captain. Oh, what now? Run! Stay calm. It'll be okay. I didn't know it had a face. Yeah, it's kind of a sweet face. Stop staring at me. I wasn't. Stop staring at me. I have been noticing some anomalies with the sec unit. Uh-oh. And when I plugged into its system, the unit was already rogue. It calls itself Murderbot. How's private? It's a killing machine. Murderbot? Can you stop calling it Murderbot? It's terrifying. Yeah, well, I mean, that's what it calls itself, so I am just being respectful. Do you think we can trust it? It seems like it's going through something. Eye contact. You could have killed me! There was a chance, yes. But everything turned out fine. Voilà, Murderboat. C'est celui-là? Non, c'est celui-là. Je tentais une blague. Putain, moi j'ai pas compris la vanne. Alors, Murderbot, journal d'un assassin. Sorti en 2025 de Chris et Paul Waits. Avec Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dasmalkian, le bateau meurtre. Putain. Un androïde de sécurité doté d'une personnalité cynique arrive à hacker son module de contrôle. C'est-à-dire que maintenant il peut tuer des humains et agir pour lui en priorité. Mais il garde évidemment ce secret bien enfoui. Il est envoyé avec une équipe de hippies de l'espace qui prônent la bienveillance et qui ne le voit pas comme une machine, mais comme un être à part sur une planète a priori désertique et où il n'y a personne. Il va découvrir avec eux la confiance et l'empathie. Bravo le veau. Donc recommandé par Jihad, c'est une série assez courte. Tous les épisodes font à peu près 30 minutes, il y en a 8, donc moi je les ai tous vus d'un coup. Je vous laisse faire le calcul. Mais je les ai tous vus d'un coup, ou alors en petite session de 30 minutes. Donc c'est assez cool. J'ai moins ressenti de choses que Jihad quand elle me l'avait décrit. Mais j'ai trouvé ça très très cool à suivre. À tel point que j'avais pas capté qu'il y avait de l'action dans la série en fait. Elle m'avait parlé que des problèmes philosophiques. Et voilà. Es-tu Murderbot? Putain, sur France.tv. Ah, parce que c'est sur France TV, Bot? Machin Bot, là? Je crois que c'était sur sa chaîne. J'ai rien suivi à ce truc-là. Donc j'ai trouvé la série sans prétention de réinventer la roue, car le dilemme de qu'est-ce qu'un humain, à quel moment une machine a des sentiments, et est-ce que l'on doit les considérer comme nos semblables, et bien sûr, c'est bien sûr des dilemmes vus et revus, mais le fait que le robot soit cynique et trouve les humains complètement cons ajoute un petit truc en plus. On ne tombe pas non plus dans la caricature, il fait juste des réflexions de connard dans son coin comme un gros vieillard acariâtre qui trouve certainement que c'était mieux avant et bien sûr que le FN, on n'a pas essayé, qu'est-ce qu'on en sait? Voilà. Je lui ai prêté plein de propos qui sont pas les siens. Sinon, en vrai, donc, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'actions, je m'y attendais pas du tout. Donc Jihad l'avait vraiment vendu en mode réflexion, philosophie et tout, mais bon, alors j'ai pas été plus touchée par cet aspect-là. Peut-être parce que je connais ces questions, que j'ai vu et lu beaucoup trop de choses qui en parlent, parce que je suis assez fan de SF et tout ça. Donc voilà, aucune idée. Mais donc il y a de l'action, des rebondissements, etc. Et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier épisode. Dernier épisode qui est très 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 sympathique en vrai. Donc voilà, série très sympa, je vous la recommande si vous aimez la SF. Ah d'accord, je savais pas du tout pour France TV.tv. Voilà, voilà. Personne n'a vu Murderboat. Les tueurs de bateaux.
Hop. Pas de meurtre de bateau. C'est bien dommage. Tuer des... Comme les orques. Tuer des paquebots. Ah, attendez, que je me trompe pas de... C'est où les boutons maintenant? C'est bon. Et bien tout de suite la suite alors. Attention, à nouveau, 2 salles d'ambiance. About 4 years ago, a man named Dr. Skinner developed a miracle painkiller known as Hopna. As a matter of fact, I did not develop Hopna to act as a mere painkiller. And as it turned out, Hopna was a grand trap that he set upon us all. 3 years after ingestion, Hopna will mutate, killing all those who have taken it. But you should all know that I currently have the cure. You have 30 days. So unless you find me within that time, hope will be lost forever. Yo, Skinner. You see me in there? Remember this face. I'm coming after you. Your ass is mine. Who the hell are those people? We call ourselves Lazarus. It's go time! We're here to save the world. So basically, we're superheroes. I found Dr. Skinner. It looks like there are thousands of him. Go! I swear Skinner is the devil incarnate. And I suppose that makes us the angels that are gonna kick his ass back to hell. Do I have clearance to use an assault rifle? You're authorized to use anything. Are you actually enjoying this? It's that obvious. DEA, FBI! Lazarus! What's Lazarus? We're superheroes. He's totally out of his mind. From anime legend Shinichiro Watanabe, Lazarus. La grosse voix. Les grosses couillasses. Donc Lazarus, animation, pour la série d'animation sortie en 2025, créée par Shinjiro Watanabe, avec Mamoru Miyano, Makoto Furukawa, Yuma Ushida et Manaka Iwami. Alors le plot, en 2052, l'humanité est maintenant oisive. Sauf le docteur Skinner a mis au point une pilule annihilant toute douleur et toute maladie. Sauf que ce même docteur trouve que l'humanité n'en a pas profité pour régler les problèmes de réchauffement climatique ou de pauvreté. Il annonce alors que ce médicament va muter dans 30 jours et tuer toute personne l'ayant testé, ne serait-ce qu'une seule fois. Pour arrêter tout ça, il faut le retrouver. Quasiment l'entièreté donc de l'humanité est condamnée. Une équipe composée de petits délinquants va être réunie pour retrouver cet homme et sauver les hommes. J'attendais cet animé parce que j'avais beaucoup aimé le plot et j'ai pas été déçue. Et puis c'est Mappa qui fait l'animation, donc plein de scènes de combat très aériens et très cool à mater. J'ai bien aimé notamment grâce aux personnages qui sont tous différents, tous des archétypes mais assez bien écrits. On a Axel, le jeune casse-cou un peu arrogant mais sympathique. Chris, jeune espionne qui sait utiliser tout ce qu'elle a à sa disposition, y compris son corps. Leland, jeune aristocrate. Avec 2 millions de personnes. Aristocrate, pas wow. aristocrate. Putain. Ah bah coucou là, t'arrives au meilleur moment, on parle de série d'animation. Donc Leland, jeune aristocrate qui préfère renier son héritage pour être libre, et Elena, l'une des 3 hackers les plus connus de la planète, et Doug, le mec sérieux, et je sais même pas quoi c'est un délinquant lui, et Loud. Ils sont chapeautés par une vieille. Voilà, j'ai le non-respect que j'ai pour cette femme. Malgré même les revendications du docteur qui condamne l'humanité sont cool, car elles portent un propos écologique et social. Il regrette que l'humain avec un grand H existe et nous force à nous demander si la planète ne serait pas mieux sans nous. Il y a un épisode où toute la team contemple des lieux inhabités et j'ai réellement ressenti ça. Peut-être que ça serait mieux sans nous. Je l'avais jamais senti comme ça depuis longtemps. Comme une sorte de soulagement, en fait. Comme si l'humanité venait à disparaître, en fait, la planète s'en porterait que mieux. Et ça serait pas si grave, en fait, ce qui nous arrive pour nous à l'avenir. Comme si c'était juste une purge de qui nous sommes. Voilà, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ces réflexions tout à fait joyeuses. Donc je m'attendais pas du tout évidemment à avoir ce genre de réflexion et de pensée que l'on peut qualifier de sombre devant un animé, mais voilà, ça a assez réussi sur moi.
Voilà, donc pour celles qui matent des animés, je vous le recommande. Il y a un bon dosage entre action et réflexion. Ce n'est pas si vite que ça, et c'est très haletant, même si j'ai un énorme cerveau, et j'ai donc deviné à l'épisode 2, enfin plutôt j'ai des yeux, et j'ai deviné à l'épisode 2 où était le docteur Skinner. Voilà, allez hop, je flex. C'est pour moi. Vous en voulez? Je ne sais pas jouer aux jeux vidéo, mais je sais trouver où sont les gens à l'épisode 2. Voilà, voilà. Et bien sûr, je n'ai pas parlé de la musique. La musique est faite entre autres par Bonobo. Gros kiff de Coco. Alors, j'en parle pas parce que je me souviens pas de grand-chose, évidemment. Mais j'ai mis la dernière musique de l'animé dans mes playlists, donc c'est déjà pas mal, quoi. On ne connaît pas. Ah ouais, tu connais pas? Tu devrais essayer, ça te plairait, je pense. Voilà, est-ce que quelqu'un aurait vu Lazarus par le plus grand des hasards? Heureusement, il y a au moins une reco que vous avez vue. Une sur les 16. C'est pas mal. Un bon score. Vu ces vidéos... Ah oui, non, je considère que tu l'as pas vu, moi. Parce que comme t'as pas aimé et que tu t'es arrêté à l'épisode 1, je considère que c'est... Voilà, c'est raté. C'est raté, ça a fait la boule noire, là. Attends, mais... Parce que la boule noire, c'est un son que j'ai depuis 55 milliards d'années sur mon PC. Mais je pense pas que je l'ai. Attends, c'est quoi ça? Non, j'ai jamais testé. Épisode 2. Ah ouais, carrément. Ah ouais, je pensais que t'étais... Ce passage vous est offert par la casse-couille du français. Oh, putain, j'avais oublié que j'avais ça. Je redécouvre des commandes. Voilà. Eh bien, on va pouvoir passer à tout de suite la suite. Accrochez-vous à vos slips. À nouveau, grand écart facial. On est reparti. T'as la belle vie ici grâce à moi. J'ai pas été gentil avec toi? Alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que... tu veuilles t'en aller d'un coup. Les amis sont toujours les bienvenus à la maison. Tu nous présentes à Jess? C'est toi qui vends des pierres. C'est lui qui vend les pierres. Mon mari, Alain. Les autorités avaient préparé son extradition. On a développé un réseau de courtiers dans toute l'Asie et l'Europe de l'Ouest. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'offrir des prix si attractifs. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. Qu'est-ce qui nous arrive? À l'amitié. Je recherche 2 personnes. Je travaille pour l'ambassade des Pays-Bas. Leurs familles n'ont aucune nouvelle depuis plus de 2 mois. J'ai des lettres qu'ils ont écrites à leur famille, dans lesquelles ils disent tous les 2 avoir rencontré un marchand de pierres précieuses français basé à Bangkok. Est-ce qu'ils indiquent son nom à ce marchand? Non. Si le tueur n'est pas arrêté, des gens seront en danger. Moi, comparé à ça, qu'est-ce que je crains? Vous voulez que je vous le dise? Tu vois maintenant ce qu'il fait? C'est un voleur et un assassin. Il falsifie les passeports de ses victimes. L'homme qu'on a surnommé le serpent. Le tueur le plus notoire d'Asie. Toi aussi, t'es une tueuse. Personne m'a jamais attrapé. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais... rien du tout. Je me suis senti libre. Le serpent. Sorti en 2021, série. Salut Sweetberry, c'est Johnny le chanteur. Je suis actuellement dans le pénitencier. J'aurais besoin de 50 € pour sortir. Putain, j'ai la ref. Elle me fait beaucoup trop rire cette ref. Le best-of, je pense que c'est chez Ando Daniel, où il y a Shishiyu et lui qui font que ça là. Juste sur. C'est juste 15 minutes de ça. Oh, comment j'ai ri. Oh, c'est terrible. Il a recommencé en plus, Shishiyu. Dans son dernier best-of sur... je crois que c'est son dernier best-of. Il joue à King Kong. Il a le demi-masque de King Kong. Et il fait ça. Il recommence avec son Johnny, là. Compte jusqu'à 100. Putain, je me souviens pas de ça. Enfin, ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas. Et voilà. Donc ouais, c'était très drôle. Mais je sais pas d'où ça vient.
Ça, j'avoue que j'ai pas le début du commencement de cette vanne, mais ça me fait mourir de rire. Envie de regarder ce best-of à nouveau maintenant. Alors, Le Serpent, sorti en 2021, de Richard Warlow et Toby Finlay, avec Tahar Rahim, Jenna Coleman et Billy Roule. Pardon, il pleut giga fort. Basé sur l'histoire vraie de Charles Sobrage, français d'origine hindou-vietnamienne, qui s'est fait passer pour plein de gens différents car il les tuait et volait leur identité. On y découvre ses 2 complices, plus ou moins manipulés, car c'était un vrai manipulateur. Et donc, on peut les considérer comme des complices, mais aussi des victimes. Je connaissais l'histoire de ce mec vaguement, parce que je crois qu'il y a un film sur lui aussi. Un film français, là c'est une série plus que française, je sais plus trop... Enfin, en tout cas, ça parle anglais de base. Le seul problème, c'est que je n'ai pas vu en anglais. Et quand jusqu'à 100 parce que c'est Battle Nana, il perd tout. Ah non, je parlais de Johnny. Je parlais de Johnny, de pourquoi 50 balles avec Johnny. Sinon, le 100, oui, ça me paraissait assez logique. Alors, je l'ai vu chez ma mère parce qu'elle a adoré la série. Elle l'a déjà vue 3 fois. Voilà, je pense qu'elle aime bien. Alors, donc, je l'ai vu en français parce qu'à Skip, la VO, c'était pire. J'avoue que le doublage... Alors moi, déjà, je regarde très très peu de doublage français. Mais alors là, le doublage m'a pas du tout aidé à rentrer dans la série. Vraiment, j'avais l'impression de voir une série B. Et donc, ça m'a mis une sorte de décalage avec la série. Mais je me suis accrochée. Et en vrai, c'est une bonne série complexe et travaillée. C'est vraiment bien foutu. Donc voilà. Donc on va passer notre temps à osciller entre plusieurs passés et un présent. Aussi entre plusieurs personnages, des victimes, mais aussi des complices. Et aussi le mec qui a lancé l'investigation pour tenter de comprendre comment un homme a pu tuer au moins 30 personnes sans éveiller aucun soupçon dans les années 70. Alors, je peux pas trop vous en dire parce qu'il faut vraiment découvrir l'enquête et le dérouler et comment ça se passe, etc. Donc voilà, mais Tahar Rahim est vraiment glaçant dans son rôle. Jenna Coleman est aussi impressionnante dans son rôle de personne complètement pomax dans sa tête parce que elle se rend complice puisqu'elle aide son mec à faire tout ça. Elle n'a pas tué de gens, mais elle est complice, elle sait parfaitement ce qui se passe, ou en tout cas, elle reste dans un semi-déni. Voilà, et donc c'est assez compliqué parce qu'elle n'arrive pas à le quitter, mais en même temps, elle sent bien que c'est un peu la merde. Voilà, donc très bonne série d'enquêtes, faits divers, serial killer français. C'est assez rare d'avoir des serial killers français, même si lui, il n'a pas tué sur le sol français. Mais voilà. Donc je vous encourage... alors sinon, vous avez juste à vous renseigner sur le wiki pour voir tout ce qu'il a fait. Mais sinon, en vrai, très bonne série. Très bonne série à suivre. Vous me direz si vous la voyez en VO. Il paraît que c'est horrible. Alors peut-être que j'aurais pas dû croire mes parents. Parce que c'était horrible. Parce que... le serpent est censé être français. Donc il parle français. Sa meuf est censée parler québécois. Sauf qu'en fait, dans la version originale, elle ne parle pas québécois, elle parle un français incompréhensible. Donc voilà, ça a choqué mes parents, visiblement. Donc nous sommes restés en François doublé bizarrement. Donc voilà. Je n'ai que cette expérience-là. Eh bien, on va passer à la suite. Sauf si vous avez des choses à dire. Ah, ça y est. Petit orage est passé. Oh, le petit bébé. Tout de suite la suite. Alors, attendez. Tac. J'ai un truc à dire. Ça va être une bêtise. J'ai un serpent dans ma botte. C'est bien. C'est beau. C'est validé. Velco is a non-profit organization that facilitates American companies in South America. All employees, lend me your full attention.
Hey, it's Jesus. Your chance of survival increases by following my orders. Your task is simply this. Kill 3 of your co-workers, or we will kill 6 others. Hey, all the lines are dead. We need to evacuate the floor. Mikey, come on, it's a joke, man. Hey, listen up, everybody. Whoever's doing this, they're having a little fun at our expense. Stage 1. Commence. Like his head exploded from the inside. What? When we start working here, they put tracers in the back of our heads. You must not remove the tag from your body. Follow our directives, or we will detonate the explosive. Begin. That ain't melted at all. Do you know what kind of metal this is? I don't really know. We need to discuss all our options. We do not have the right to take innocent human lives. What are you doing? My wife and kids need me. Stay. We don't need no more weapons. We need to work together to get the hell out of here. Don't fucking move! In 2 minutes, we want 30 of you dead. If 30 of you are not dead, we will end 60 of your lives ourselves. 5, 4, 3, 2, 1. At the end of the day, people are out for themselves. Voilà, The Belko Experiment, film sorti en 2017 de Greg McLean avec John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adriana Arjona, tout el capitalismo. Dans l'entreprise Belko, un beau matin, tous les employés de celle-ci se retrouvent piégés à l'intérieur, avec pour ordre venant des haut-parleurs de s'entretuer. Alt 236 en avait parlé il y a 1000 ans et je voulais voir ce film. Eh bien, c'est comme il l'avait décrit. Sorte de battle royale un peu moins énervé car la tuerie se fait par paliers. Il y a plus de place faite à la réflexion et au choix des différents personnages, puisqu'évidemment, il y a des gens qui vont être pour dézinguer des gens, ou alors réfléchir en mode toi t'es vieux donc tu dégages, ou toi t'as des enfants, tu vas rester en vie, etc. Donc il y a plus de réflexion à ce niveau-là que dans un Battle Royale où c'est vraiment de la tuerie de masse et puis basta. Ce film a quand même l'air d'avoir un petit budget, j'ai pas regardé, mais en tout cas ça donne pas, enfin il n'y a pas d'énormes trucs. Malgré certains acteurs connus comme Tony Goldwyn, Owen Yeoman ou John C. McGinley qui est le chef de service dans Scrubs, et Coco a repéré aussi quelqu'un. Donc en vrai, il y a beaucoup de visages que vous avez connus. Alors c'est pas des acteurs hyper connus, mais on les retrouve souvent dans des séries, dans des seconds rôles, etc. Donc c'est assez marrant de voir tout un cast qu'on connaît. Tout le monde dans les... Enfin, tout le monde réuni dans le même film. Ah bah c'est celle que j'ai donnée là. J'ose pas trop en dire parce qu'il y a un petit truc à la fin qui vous fera peut-être cogiter si vous ne savez pas déjà cet élément. Moi, je le connaissais déjà parce que Alt en avait parlé, donc j'ai maté le film avec cette donnée en plus. Mais en vrai, bah, ça m'a pas servi à grand-chose parce que le film laisse en suspens cette question de toutes les manières. Donc voilà, recommandé si vous aimez les films psychologiques où l'humain est poussé à bout. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, c'est correct. Voilà. C'est un 6 sur 10. C'est merde. Merde. Bah, je sais pas, je connais pas Walking Dead. Mais on va pas faire tous les CV parce que vraiment il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup trop de gens là. Voilà, donc personne... Est-ce que quelqu'un a vu The Belko Experiment? Mais je sais pas. Je ne pense pas. C'est marrant parce que je l'ai trouvé par hasard sur un truc de service de VOD. Donc je savais pas quoi regarder et là je l'ai vu, j'ai fait oh, enfin le voilà. C'était rigolo. La moitié des CV je supprime. Bah ouais, je suis désolée. Un jour on fera un live spécial CV si tu veux. Avec Maurice Jasman. Mais qu'est-ce qui... Pour de vrai? C'est une vanne.
Allez, tout de suite la suite, on enchaîne. J'espère que vous avez vraiment travaillé l'intérieur de vos cuisses parce que là c'est à nouveau grand écart. Mais cette fois-ci sur le côté. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. Over there! What is that? Papa! It's Spigs! He's just a puppet. No, I'm not. I'm a real boy. Ah non, je l'avais pas People dit. are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand. Ah, we have found him, our star. Everyone shall love you and call your name Pinocchio. Pinocchio! I have something I'd like to give you. It is a school book which belonged to a very special boy. The boy you lost? Papa! Enough of this nonsense. Hey, where are you going? You tell him I love him. And I won't be a burden anymore. Hello? The wooden boy with the borrowed soul. While you may have eternal life, your loved ones, they do not. You never know how long you have with someone. The boy loves you for who you are. Guide him to be good. Stop that! Don't hurt him anymore! You may have no strength, but I control you. Please bring him back to me. Papa! Pinocchio! Life is such a wonderful gift. Voilà, le Guillermo Pinocchio del Toro. Pinocchio, sorti en 2022 de Guillermo del Toro et Mark Gustafson, avec Gregory Mann, David Bradley et Ewan McGregor. Alors, c'est la relecture du conte de Pinocchio par la team de Guillermo del Toro. Geppetto est un vieil ébéniste et père de Carlos, 10 ans. Celui-ci meurt après un raid aérien car la guerre gronde aux portes de l'Italie. De désespoir, Geppetto recrée son fils sous les traits d'une marionnette en bois et une fée vient lui donner vie. Guigui, Momo, Totoro. Putain. Film d'animation que je voulais voir depuis 1000 ans. Mais soit je trouvais pas, soit j'oubliais, soit je me trompais et je tombais sur la version remake de Disney. Dont j'ai réussi l'exploit de tenir 10 minutes devant Geppetto Tom Hanks qui tape sa meilleure comédie musicale. Moi, c'était insupportable à mes oreilles, donc voilà. Enfin, donc, grâce à ma sœur et mon beauf qui ont tous les services de VOD du monde, ou presque, j'ai enfin pu le voir et le revoir juste après pour le montrer à ma sœur. Donc vraiment, en 3 jours, je l'ai vu 2 fois. On sent le Guillermo style. Certaines créatures inventées pour l'occasion sont incroyables. Envie de vous spoil, mais la vie de ma mère, je me retiens. En même temps, dans la relecture, on sent le Guillermo style, la relation au père, mais aussi le parti pris et la critique ouverte contre le fascisme. Parce qu'il y a beaucoup plus de politique dans ce film que je pense dans le conte originel. En même temps, le conte originel, je crois qu'il date de 700. Donc il n'y avait pas le fascisme à l'époque. Sûrement d'autres choses. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le début où Geppetto est en colère parce que son fils lui manque, et complètement alcoolisé quand il pleure son fils. On voit peu cette représentation du deuil du père dans ce conte, et là c'est extrêmement puissant selon moi. Pinocchio est assez drôle, très chaotique mais attachant. Le criquet est bien plus rigolo que dans la version de Disney. Il se fait bolosser H24. Geppetto, comme je l'ai dit, est réaliste et permettra de poser les thèmes de l'acceptation de ce qui est plutôt que de garder un souvenir. Vraiment, j'ai adoré, et pour que je sois ok de le revoir en si peu de temps, c'est qu'il était vraiment assez intéressant et riche pour ne pas s'ennuyer au deuxième visionnage. L'animation est bien sûr du stop motion du vrai. D'ailleurs, il y a aussi un making-of de 30 minutes si ça vous intéresse.
Il y a plein d'anecdotes rigolotes qu'on ne peut pas forcément voir dans le film. Notamment que la personne qui double le singe du film est... Cate Blanchett. Voilà, juste pour ça, vous devriez voir ce film. Alors, je vous donne juste l'anecdote. En fait, Cate Blanchett, elle a vu Guillermo del Toro, elle a fait « Je t'en supplie, donne-moi un rôle dans ton Pinocchio ». Guillermo, tout penaud, il dit « Ah ben, il ne reste plus que le singe ». Elle fait « Il n'y a pas de souci, je double ton singe !» Et donc, elle a doublé le singe et elle était tellement croque et tellement enthousiaste qu'elle était en mode « Je le fais plus comme ça ou est-ce que je le fais plus ou Et donc, elle était vraiment trop mignonne. Elle a vraiment trop kiffé de doubler un singe, visiblement. Donc voilà, c'est très, très, très mignon. Je vous le conseille vraiment si vous aimez l'animation. En général. D'ailleurs, aussi, Ewan McGregor, Guillermo est trop fan de lui. Il trouve que sa voix est hyper enjouée. Et c'est pour ça qu'il le voulait pour Geppetto. Pas du tout pour Geppetto, pour Cricket. Et effectivement, ça va bien. Ça va bien avec lui. Donc, très, très cool aussi. Qui s'emmerde dans son éternité. Voilà. Donc, à part Coco qui n'en a aucun souvenir, est-ce que quelqu'un a vu ce film? Soon. Plus qu'une reco que personne n'a vue. Et enfin, il y aura une reco que d'autres gens ont vue. Au moins loud. J'y crois fort à chaque fois. Je suppose que non. On va enchaîner. Allez, on enchaîne. Ah, c'est pas... On fait moins de demi-tour que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que c'était une retake version horreur. Bah, techniquement, pour toi, les thèmes, c'est un peu l'horreur, ouais. Voilà. Disons qu'à la fin, on pleure, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je pleure. À chaque fois, je suis en mode... Non, je serais forte. Non, je suis pas forte, non. 群れをなす炎火ネズミどんなに小さき火種も見過ごせばやがて大火となる。もう決めたのです。吹きの子が生まれることは思いもよらぬこと。許せない。あの娘は許せない。火種に許せない。誠を得た。この毒はあなたに飲ませるためのものでしょうから。結局追いやがらなのでしょ。これは消すのが道理。あなたたちのせいでどれほどの命が奪われたか。あなたはそれを野放しにしているだけでしょ。たとえ私たちがここで果てようとも真に守るべきは生まれくるやや子にございましょう。自らを燃やし尽くさんとするその情念。帰れ。Ah, c'était le titre. Attendez. Ah non. Qui crie à plein poumon. Voilà, bien sûr que vous comprenez, vous savez lire. C'est évident. Je voulais le voir, mais j'ai plus accès à Netflix où il était dispo. Ah bah je peux. Moi je n'ai pas Netflix, bien sûr. Mononoke, le film, chapitre 2, Les cendres de la rage, sorti en 2025 de Kiyotaka Suzuki et Kenji Nakamura, avec Hiroshi Kamiya, Yoko Ikasa et Haruka Tomatsu. Mais il m'a pas entendu s'il a déjà mute. Ah. Suite de Mononoke, chapitre 1, que j'avais adoré et dont j'avais parlé pendant mes recommandations. Dans ce nouveau Mononoke, on reste présent dans l'Oku, la partie du château impérial où sont logées les concubines et servantes de l'empereur, je vais y arriver. Cette fois-ci, le Mononoke est une créature, c'est un peu un esprit quoi, vise une des concubines qui est enceinte, sauf que c'est une roturière et beaucoup ne sont pas d'accord que le futur empereur vienne de si basse lignée. Merci Coco. J'ai trouvé celui-ci bien plus entraînant alors qu'il dure vraiment pas longtemps et que ça va vite à l'essentiel. Peut-être que les thèmes sont un peu plus clairs. Jeu de pouvoir et force de la mère à protéger son enfant même s'il n'est pas encore mis au monde. Ce que j'ai aimé est que le Mononoke est ambivalent. Je ne peux pas trop en dire, mais il se retourne contre lui-même. Il vient de la culpabilité mélangée à de la haine. C'est très intéressant et le symbole utilisé est très ingénieux. Bref, j'ai adoré. L'animation est toujours aussi belle et défonce bien les rythmes comme il faut. Je recommande aussi. Voilà.
j'ai fini Loud. Loud qui est en mode, ouais, c'est bon, je vais partir faire des gaufres, là, je vais revenir, c'est bon. Voilà, donc à part Loud qui est en PLS sur le sol de m'entendre ne serait-ce qu'une seconde. Je pense que personne n'a vu ce film. On peut enchaîner! Enchaînons! Ah, enfin, en plus, faut qu'il revienne, là! Faut qu'il revienne, je parle de lui. Parce que je sais qu'il l'a vu, le suivant. Allez, j'enchaîne. Il va voir que ça bouge, peut-être qu'il va revenir. Famous around the world, please welcome the Fantastic Four. Mr. Fantastic. Invisible Woman. Human Torch. I love you, Johnny! And the Thing. Hey, what time is it? Say the date. That's not really something I say. It's clobbering time. That's just in the cartoon. Never late for Sunday dinner. Let's eat. Hey, what time is it? It's dinner time. Get inside. Pas mal ce coup d'artifice. I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. What is that? Get us out of here, Ben! Hold on! Are we safe? I don't know. The clock is ticking. We are going to find a solution. We are going to make it right. You don't want to just crush him? Like that. The four of us will face the danger. We will protect you. Family. It's about connecting to something bigger than yourself. We'll face it together. As a family. What time is it, Ben? No. What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! Fantastique! Les 4 Fantastiques, premier pas, sorti en 2025 de Matt Shakman avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby et Joseph Quinn. Et le 4e mec que j'ai oublié d'écrire. Cousin à la danse de Bear, bien sûr. Et Reloud. Lis plus haut. Sauf si tu m'avais entendu, je ne savais pas. Les 4 Fantastiques sont une bande de super-héros qui ont acquis leur pouvoir grâce à une éruption solaire lorsqu'ils étaient en mission dans l'espace. Et oui, ça allait hyper vite. Et oui, bah oui, je spoil pas, donc... Depuis, Yelp font régner l'ordre sur une terre parallèle à la nôtre. Tout va bien. Suzy Storm est enceinte. Reed Richards s'apprête à être daron. Johnny... Ah, salut, c'est Johnny, le flambeau. J'aurais besoin de 50 € pour un réservoir de gazole. Et Ben Grimm vivent leur vie jusqu'au jour où débarque une étrange entité nommée... Alors, je sais pas si elle est nommée la surfeuse d'argent. À l'époque, c'était le surfeur d'argent, donc j'ai féminisé. Qui leur annonce que la Terre n'a plus que quelques mois à vivre, car Galactus, le petit coquin, va venir leur croquer le cul. Voilà. Je veux bien de la smoule, là. Très bien. Ah oui, Ralph Ineson, ouais. Mets-moi un MP sur Discord, comme ça, j'oublie pas. J'avais bien aimé le premier 4 Fantastiques à l'époque, mais c'est peut-être hyper cringe en vrai maintenant. Je me souviens que de la torche, donc que Johnny était un peu beauf. Voilà. Ah ouais, il y a les deux. Putain, je sais pas moi. Et B, je pensais qu'ils avaient juste cédé au wokisme. Incroyable. Heureusement, ici, c'est mieux écrit. Les personnages sont réalistes. On sent réellement qu'elles forment une famille ou que leur amitié est réelle. Leurs interactions sont très très cool, voire même énervées, mais à juste titre. J'ai d'ailleurs adoré que Sue Storm soit vindicative et en colère. C'est assez réaliste.
Ce n'est pas une potiche du tout, elle est très active. D'ailleurs, dans les autres 4 fantastiques, on ne se rendait pas compte forcément que c'était 4 têtes très intelligentes, mais là, on les voit tous faire leur truc de scientifique. Ce n'est plus que Reeds qui gère, et ça fait plaisir. En gros, on a rendu son intelligence à Bowfman et Caillouman, ça fait plaisir, et la meuf, bien sûr. L'histoire est classique, il y a quelques moments un peu what the fuck, attention, votre suspension d'incrédulité va être mise à rude épreuve, parce que tout est beaucoup trop simple, il n'y a personne pour remettre en cause les décisions des 4 Gugus, qui semblent gérer la planète entière, ça a l'air d'être parfaitement ok, bon bah d'accord. C'est un chouille utopiste, mais bon, on va dire qu'on va passer ça sous silence, voilà, il suffit d'un petit speech et ça repart. Donc voilà, c'est un Marvel de base, sympathique, mais on peut s'en passer aussi. Mais peut-être un dernier argument, Galactus touche de l'herbe à un moment, et ça c'est très drôle. Voilà, je vais faire une autre vanne, que Franklin sait maintenant lasser ses chaussures et compter jusqu'à 10. Mais ça ne parlera qu'aux personnes qui l'ont vu, je pense. Ou alors peut-être que c'est normal que Franklin, ça soit ok dans ce monde-là, je ne sais pas. Je ne connais pas les comics, moi. Moi, je viens, je regarde Pedro Pascal et Vanessa Kirby et je repars, quoi. Voilà, voilà. Alors, Loud, est-ce que tu as quelque chose à dire de plus sur ce film? Et Courage Coco, je pensais qu'il serait sorti, là. Tu veux que je regarde? Attends, je regarde. Ça se trouve, je l'ai, hein. Dans ma boule de cristal, bien sûr. Ah. Ça arrive fort. C'est 4. T'as à peu près résumé ma pensée. Très bien. Mais c'est parce qu'on en avait parlé aussi. J'ai rajouté des trucs. D'ailleurs, c'est... comment il s'appelle? C'est mon beauf qui m'a rappelé qu'en fait, ils étaient tous giga intelligents. Donc, voilà. Ah non, je les ai pas. Effectivement. Nope. Hop, mais ça pas. Je me mets ça pour tout à l'heure. Voilà. Donc c'était mon avis sur ce film. Et on va passer à la dernière reco. On n'a jamais été aussi en avance. En même temps, ça va vite. De l'univers de Marvel en théorie. Ah d'accord, je savais pas. Mais là, enfin les autres aussi sont censés être intelligents vu qu'ils vont dans l'espace. Tu peux pas, t'envoies pas un guignol dans l'espace, quoi. Donc c'était juste ça mon propos, c'est que d'habitude, il y a que lui qu'on voit. Et les autres, c'est des faire-valoir. Mais là, la chose, elle fait des trucs. Johnny, Jojo, Jojo fait des trucs aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est sympa, quoi. C'est où? C'est là. Et bien, tout de suite, la suite. Dernière reco, le jeu vidéo. Mais vous connaissez. Donc, je vais vous dire des trucs que vous connaissez déjà. Look at yourself. C'est le You say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. Shit! Who turns down coffee? What kind of a man are you? Right, that's what thaumaturges do. Professionally touch things. Russian scum. What did you say? After all, that's how Father built this store. Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoot. What the fuck? Who brought a demon into my joint? Although, hang on now. A demon is a good publicity. Is that jealousy I hear? Stand here, right now! Bullets fly every which way here. Was someone killed? Probably. But that's not very unusual. Come on. Those 2 brain cells you still have will appreciate a break from booze and trouble. Just don't embarrass us thaumaturges. As a thaumaturge, you should know best of all that anything worth the effort has its price. Now our journey is really beginning.
Just remember, there's no turning back. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh là là, on connaît pas ici. À la fin de Thunderbolts, alors je sais même pas ce que c'est, mais bah, de toute façon c'est écrit. C'est écrit à la toute fin du film qui seront de retour dans Avengers je sais pas quoi. Donc voilà, le prochain Avengers, il y aura les 4 Fantastiques. Effectivement, d'où ça sort. Peut-être que ça sera expliqué, voilà quoi. Il est fait comme un film, ouais, c'est marrant, hein. Moi aussi je découvre ça que... Doomsday, oui voilà, c'est ça, Doomsday. Donc ouais, ils arriveront dans le multiverse, tout ça là. mais oui, dans le film, il n'y a pas trop de lien, entre guillemets. Enfin si, peut-être pour la scène post-générique qui arrive vite, quoi. Je n'en dis pas plus. Mais j'y connais rien, donc je peux pas aider plus. Alors, The Thaumaturge, salade oignon, bien sûr. Sorti en 2024 du studio Fool's Theory et édité par 11-Bit Studios. Nous incarnons Wiktor Szulski, thaumaturge, c'est-à-dire qu'il peut voir et dompter des créatures folkloriques, les salutors, mais aussi lire les émotions des objets. D'ailleurs, ça m'a fait rire dans la bande-annonce. Il y a la sœur qui dit un thaumaturge, c'est quelqu'un qui touche professionnellement des objets. Ça m'a fait rire. Il revient dans sa New ville. Challenger nous rejoint dans le bordel. Bienvenue Azadou. Bonne chance à toi. Le film avec les anti-héros. Ah oui, d'accord. Certains chips. J'avais oublié que c'est... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il revient dans sa ville natale pour l'enterrement de son daron, avec qui il avait toujours eu des rapports conflictuels. Il découvre alors que son père n'est pas mort de sa belle mort et que son livre de sorts manque à l'appel. Nous allons donc rechercher celui-ci tout en enquêtant sur ce décès bien mystérieux. Un jeu narratif avant tout, mais qui possède un système de combat où l'on monte notre team Pokémon de Salutor, qui nous permettent d'utiliser tout un système de sorts ou de coups. On peut ajouter une compétence en plus à tout ceci grâce à un arbre de compétences qui augmente en fonction de nos découvertes et curiosités de ce monde. C'est-à-dire que plus vous lisez des choses, plus votre expérience monte, plus vous gagnez des pouvoirs à ajouter à d'autres pouvoirs. Ce jeu est aucun niveau de difficulté. J'ai parfois dû refaire quelques combats de boss car on comprend après coup qu'on a utilisé en fait le mauvais Salutor ou dans le mauvais ordre parce qu'il y a une idée de timing aussi à gérer. On ne dirait pas au départ, mais le système de combat s'étoffe de plus en plus en fonction du nombre de saluteurs disponibles. Et c'est assez plaisant d'ailleurs. Évidemment, ce que j'aime le plus dans ce jeu, c'est sa narration. L'histoire est très cool, les personnages aussi, c'est bien écrit, un peu incisif comme il faut. L'histoire de cette famille nous permet de nous pencher sur l'histoire avec un grand H, celle de la Pologne et de la Russie avant la révolution russe. À cette époque, la Pologne n'est pas reconnue comme un pays et vit sous le joug de la Russie qui les traite comme des moins que rien. Nous avons aussi le personnage de Rasputin, voilà, petite figure folklorique qui nous lie, qui va pouvoir peut-être nous lier avec la famille du tsar, même si pour le moment dans notre let's play on ne les a pas vus, et je ne sais pas si on les verra d'ailleurs. Nous découvrirons ça plus tard car nous n'avons pas terminé le jeu actuellement en stream. Il y a une grosse part d'ésotérisme et de folklore que j'adore. Les salutors font partie de quelques folklores très divers comme les cultures slaves, juives ou encore arabes. On rencontrera d'ailleurs des membres de cette communauté qui sont présentes en Pologne à ce moment-là. Les décors sont sublimes, j'adore la minutie des intérieurs, les tout petits détails affichés partout, les sound design, les ambiances, bref, c'est un jeu que j'adore. J'avais peur d'être déçue d'ailleurs quand je l'ai découvert parce que je voulais jouer à ce jeu depuis très longtemps. Enfin, je l'ai découvert, donc je voulais jouer à ce jeu. J'ai attendu plutôt longtemps avant de pouvoir l'ouvrir. Et j'avais peur de ne pas aimer à cause du gameplay, mais finalement, il a rempli toutes ses promesses. Donc voilà. Peu de gens ont parlé de ce jeu vidéo, mais voilà, je vous encourage à vous pencher sur ce titre si ça vous a donné envie. Voilou. Et on va avoir terminé avec les recommandations. J'espère que vous avez trouvé des choses à voir, à lire. C'est tout. C'est déjà pas mal.